Le prix scientifique de la Fondation Louis D, qui avait cette année pour sujet l'étude du monde microbien, nouveaux concepts, nouvelles approches, est remis conjointement à M. Chris Bauler de l'Institut de biologie de l'École normale supérieure pour sa recherche sur la biodiversité des diatomées et à M. Didier Raoult d'Aix-Marseille Université pour son étude sur le répertoire des microbes du tube digestif et l'évolution de son activité antibiotique. Le biologiste et immunologiste Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, nous présente dans un premier temps M. Raoult. Le jury du Grand Prix scientifique Louis D a décidé cette année de consacrer des recherches portant sur de grands ensembles microbiens étudiés par des techniques désormais accessibles, pour ne pas dire familières, fondées sur le séquençage du génome. Le prix est partagé entre Didier Raoult, professeur à l'Université d'Aix-Marseille, et Chris Bauler, chercheur à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris. Didier Raoult est docteur en médecine de l'Université d'Aix-Marseille et docteur en sciences de l'Université de Montpellier. Il dirige à Marseille un grand centre, CNRS INSERM, qui est intitulé « Maladies tropicales et infectieuses émergentes », dans lequel travaillent 432 personnes. Cet ensemble exceptionnel de chercheurs, de doctorants, de postdoctorants, d'ingénieurs et de techniciens a une productivité scientifique absolument remarquable, se traduisant par plusieurs dizaines de publications de haut niveau chaque année, avec un grand nombre de citations. Lauréat de plusieurs grands prix, en particulier récemment du Grand Prix de l'INSERM, Didier Raoult est internationalement reconnu pour ses travaux sur les bactéries pathogènes chez l'homme, en particulier les bactéries responsables du typhus, les rickettsia. N'oublions pas que plus que les guerres, les infections bactériennes et virales sont responsables dans une large mesure du destin de certains territoires. Ils l'ont été dans le passé, ils le sont encore aujourd'hui. N'oublions pas aussi que les progrès de la lutte contre les infections, d'abord par l'hygiène, puis par les vaccins et les antibiotiques, sont à l'origine de l'augmentation spectaculaire de la longévité observée dans notre espèce depuis 150 ans. Parmi les recherches de Didier Raoult, je voudrais tout d'abord citer sa découverte des mégavirus, des virus d'une taille anormalement élevée qui a surpris tous les observateurs et qui a mené à une véritable révolution dans ce domaine de la microbiologie qui est presque à l'interface entre la virologie et la bactériologie. En fait, Didier Raoult est un chasseur et on pourrait presque dire un collectionneur de microbes. Plusieurs bactéries portent son nom et sa notoriété est encore plus attestée par le fait qu'un genre bactérien s'appelle Raoultella. Didier Raoult s'intéresse aujourd'hui à des sujets qui concernent, comme cela a été dit il y a un instant, les bactéries du tube digestif. C'est un domaine considérable qui suscite beaucoup de recherches, mais grâce à son talent, à son expérience, je dirais même à son audace, Didier Raoult va l'aborder de façon tout à fait originale, en s'attachant particulièrement à l'étude de bactéries difficiles à étudier, telles que les archées ou les cellules bactériennes nucléées. Il utilisera pour cela les méthodes de séquençage génomique. On peut ainsi espérer qu'à partir de ces études, on pourra compléter le répertoire des bactéries composant la flore microbienne du tube digestif, ce qui est d'une importance essentielle quand on connaît le rôle central
du microbiote intestinal dans le contrôle de la survenue de maladies métaboliques, de l'obésité, du diabète de type 2, des maladies allergiques et auto-immunes, et même du fonctionnement du système nerveux central. Tout laisse penser que les travaux du dit Raoult pourront également contribuer, par l'étude des voies de synthèse au sein de ces bactéries, de trouver de nouvelles molécules qui pourraient devenir à terme des médicaments dans de très nombreuses maladies. Merci, chers confrères, pour ce voyage dans l'infiniment petit. Marseille est une ville qui a une histoire qui est marquée par la médecine, les épidémies. C'est ici qu'il y a le plus de microbes au monde qui ont été identifiés. Ce bâtiment présente d'une manière intégrée, qui est unique au monde, d'une part des malades avec des spécialistes de maladies infectieuses, des capacités de traitement de maladies ultra contagieuses. On peut tout y faire, depuis le diagnostic, le soin, la réanimation dans le même endroit. On a investi plus de 25 millions d'euros dans l'achat de machines technologiques extraordinaires. Il y a des domaines dans lesquels on a le meilleur équipement au monde, en microscopie, en génétique, en protéines, en culture, qui sont uniques. On a probablement le plus gros laboratoire européen de culture de microbes dangereux. Et à côté de ça, on a un énorme laboratoire diagnostique où on reçoit plus d'1 million de prélèvements par an. L'IHU produit plus de 700 publications internationales par an, une partie majeure de la production scientifique dans le domaine de la microbiologie et des maladies infectieuses en France. Merci, voilà, c'est mon équipe avec qui je travaille. J'ai d'ailleurs eu un souci récemment dans les hôpitaux parce que quelqu'un s'était mis dans l'esprit d'empêcher les gamines chez moi de porter un voile sur la tête en faisant une surinterprétation de la loi. On a dû leur expliquer pour l'université. L'université ne sont pas les hôpitaux et dans l'université, le voile n'est pas interdit. Il est interdit dans les écoles, mais chez les adultes qui le choisissent librement, il n'est pas encore interdit. Mais je ne doute pas que d'autres pressions se fassent rapidement parce que c'est quand même ce qu'on adore, c'est interdire. Moi, je voudrais partir, vous voyez, je voudrais commencer par la cigarette électronique parce que ça me paraît être un élément absolument magique qui permet vraiment de voir la société. Moi, je me suis rendu compte de la cigarette électronique parce que j'avais 2 fumeurs invétérés qui restaient chez moi et qui se sont mis à la cigarette électronique. Et d'un coup, j'ai vu ça sous mes yeux. Et donc, je me suis dit, ce truc est tout à fait extraordinaire. Donc, je vous expliquerai pourquoi après, mais j'envoie régulièrement des tribunes sur le point pour essayer de faire un shunt entre ce qu'on perçoit comme scientifique et le public. Et je me suis dit, ce truc ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir parce que c'est un truc de l'innovation pure. Ça a échappé à tous les circuits. C'est un nid d'emploi hallucinant. Vous sortez dans toutes les villes, il s'est ouvert 3-4 magasins de cigarettes électroniques. C'est un nid de micro-emplois comme on les cherche. C'est tout à fait extraordinaire, mais tout le monde va être contre. Et tout le monde va être contre parce que, les puritains vont être furieux que les gens aient l'air de fumer. Et donc, immédiatement, Air France a dit « Vous n'avez pas le droit de fumer des cigarettes électroniques dans l'avion ». Ça n'a pas de sens. La raison pour laquelle on l'interdisait, c'est soit le feu, soit la fumée, le tabagisme passif, avec ce qu'il signifie dans ce niveau-là, qui a probablement strictement aucun niveau. On a une plus grande difficulté à montrer que le tabagisme passif, quand on vit 30 ans avec un gros fumeur, augmente les risques. Alors vous imaginez quand vous passez dans un avion ou sur une terrasse de café. Mais c'est un contrôle de la gestuelle, contrôle de l'humain. Ensuite, la TVA, on va perdre, la taxe sur les cigarettes. L'État va perdre du pognon. Les buralistes vont être contre. Les marchands de tabac vont être contre. Et ce qui a tout de suite marché le mieux, c'est les puritains, c'est-à-dire, il ne faut pas, le geste est interdit, et donc vous n'avez pas le droit d'avoir le geste. Et donc, est en train de se mettre, c'est une machinerie extraordinaire, qui n'est pas nous, hein, ça se passe aux États-Unis, pareil, interdiction dans les lieux publics, ça se passe en Europe, on va réguler ça, on va mettre un prix à ça, c'est-à-dire on va tuer toutes les stratégies différentes de celles de la big industrie, et donc c'est le tabac, les marchands de tabac qui vont reprendre ça, parce que le coût pour faire valider les cigarettes électroniques va coûter des millions d'euros, et donc les mêmes vendront, parce que ce seront les seuls qui sont capables d'investir à ce point-là. Donc c'est une expérience extraordinairement intéressante de voir comment cette alternative, moi comme médecin je trouve extraordinaire, si on peut arriver à faire que les gens arrêtent de fumer, ça vient d'être démontré, un très beau papier dans le Lancet, ça marche très bien, c'est une manière très très fonctionnelle, parce qu'on sait que ça, quand on fait de la science, il faut décomposer les problèmes, et si on décompose juste le tabac en gardant la gestuelle, la fumée apparente et la nicotine, on trie mieux les problèmes. Et c'est assez intéressant de voir
Et bien entendu, il y a une chance raisonnable, en plus, que se mêle avec ça, comme support, le principe de précaution, à côté du principe le plus meurtrier. C'est-à-dire que les deux plus grandes épidémies du XXe siècle, on sait, c'est le tabac et le sucre alimentaire. C'est ce qui a tué le plus. Là, on est face à la plus grande épidémie meurtrière. On dit, mais attendez, peut-être que les produits qu'on a mis dedans pourraient être cancérigènes et donner des choses. Et donc, au nom du principe de précaution, on va essayer de freiner le truc qui se bat contre le plus grand tueur. C'est une chose extraordinaire. Donc, c'est pour ça que je ne crois pas tellement que les hommes politiques français puissent changer une chose comme ça. C'est structurel de notre civilisation. Les portes sont équipées de serrures à carte. Les locaux sont sous vidéosurveillance permanente. 2 agents de sécurité sont présents 24 heures sur 24 sur site. Et ce personnel de sécurité est en contact direct avec les services de police par un boîtier Ramsès. La sécurité des agents et visiteurs est également optimisée. Les zones marquées de poissons de couleur rouge au sol ne sont accessibles qu'aux personnes vêtues d'une blouse, alors que les zones marquées de poissons de couleur verte sont accessibles sans équipement spécifique. De plus, l'IHU détenant une collection unique d'échantillons biologiques, les congélateurs dans lesquels ils sont conservés sont également sécurisés par serrure à carte dans une biobanque avec l'ensemble des techniques de sérologie, de biologie moléculaire et de culture, ainsi que les caractérisations par Malditov, de diagnostiquer l'ensemble des bactéries, des virus, des champignons microscopiques et des parasites qui sont responsables d'infections chez l'homme, ainsi que l'ensemble des micro-organismes qui participent à nos microbiotes. Ce laboratoire diagnostique est en parfaite continuité avec les plateformes de recherche, la plateforme de séquençage, la plateforme protéomique, la plateforme de microscopie et la plateforme de culturomics, qui est la spécificité de notre IHU. Plus de 400 nouvelles espèces ont été décrites dans ce laboratoire qui dispose de la plus grosse collection mondiale de souches. Ici, nous sommes au niveau du laboratoire NSB3 de l'IHU. Donc c'est un laboratoire qui fait environ 1600 m². La sécurité, c'est d'éviter que tout pathogène qui soit à l'intérieur puisse sortir à l'extérieur. Pour ça, on a des systèmes de dépression, donc on est capable de surveiller la dépression à l'intérieur de ce laboratoire. Un deuxième aspect important, c'est la sûreté. Il faut savoir que dans ce laboratoire, on va manipuler des micro-organismes potentiellement très dangereux, par exemple le bacille de la peste, et on pénètre dans les zones en fonction de ces autorisations. Nous avons une unité de 25 litres d'isolement de très haut niveau de sécurité que nous pouvons graduellement activer pour traiter des maladies hautement contagieuses comme Ebola. L'unité est équipée d'échographies permettant de faire de l'imagerie au lit du patient. Nous prenons en charge les enfants et les adultes, y compris ceux qui ont besoin de réanimation, avec nos collègues pédiatres et réanimateurs. Un mini-laboratoire de niveau de sécurité 3, ultra équipé d'instruments les plus modernes, est intégré dans cette unité. En cas de nécessité, nous avons la possibilité d'utiliser des sarcophages pour pouvoir transporter ces patients hautement contagieux. Le professeur Raoult est le scientifique le plus cité dans le monde dans le domaine des maladies infectieuses. Avec ses collaborateurs, il a trouvé un tiers des microbes qui infectent l'homme découverts depuis le début de la microbiologie mondiale. Il y a peu d'endroits dans lesquels il y ait tout le monde à la fois, et donc ici on peut tout faire. Nous, on est là pour la réalité et pour la découverte. Bonjour professeur Raoult, merci de nous recevoir à l'Institut méditerranéen infection. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que l'Institut est unique en France? Quelle est sa particularité? Écoutez, moi j'avais été conseiller du ministre de la Santé et de la Recherche il y a 18 ans maintenant. Et après toutes les crises sanitaires, je m'étais rendu compte que les crises sanitaires n'étaient jamais adaptées parce qu'on n'avait pas un centre dans lequel on pouvait avoir les malades, isoler les malades, avoir des moyens de diagnostic considérables au même endroit, avoir la recherche au même endroit, avoir un laboratoire P3, ici un laboratoire P3 qui fait 1600 m², avoir des lits qui soient susceptibles d'être isolés, si vous voulez, et j'avais écrit ça pour le ministère en 2003. J'ai été invité à Shanghai en 2005 pour parler de maladies émergentes, et quand j'ai vu l'hôpital de Shanghai, ça m'a renforcé dans l'idée qu'il fallait absolument faire ça, puisque j'ai vu que à la suite de la réponse sur le SARS, la réponse de la Chine était exactement ce que je pensais qu'il fallait faire. Donc j'ai fait la même chose. Je n'ai pas réussi à faire quelque chose qui est cette dimension. En particulier, je n'ai pas réussi à avoir ce qu'il y a à Shanghai, c'est-à-dire un scanner en P3 qui permet de tout gérer de manière entièrement autonome. Mais on a fait ça à une certaine dimension qui permet d'avoir un étage entièrement autonome, y compris pour les maladies les plus contagieuses, de faire tous les tests sanguins, de faire tout le diagnostic sans prendre aucun risque pour l'environnement. Donc c'est en partie sur ce
rapport que j'avais écrit, en partie sur mon expérience de 40 ans de maladies infectieuses, et en partie sur ce que j'avais vu à Shanghai, que j'ai décidé de faire ça. Et on a dessiné cet institut nous-mêmes, c'est-à-dire en voyant ce qui s'était passé dans différents pays, y compris en Italie, parce qu'il y a quelque chose qui n'existe pas à Shanghai, mais qui existe en Italie, qui sont les circuits extérieurs, vous voyez, c'est très très fonctionnel, comme ça. Plutôt que d'habiller les visiteurs restent dehors et peuvent discuter par interphone, et les patients peuvent les voir. Donc on a fait une synthèse d'un peu tout ce qui existait pour faire un nouvel institut. Oui, on a essayé de faire en plus dans cet institut que la qualité de vie soit bonne. Et donc, d'abord, le bâtiment est beau, on trouve, et puis il est décoré avec des fresques qui racontent d'une part les épidémies à Marseille. Donc il y a eu une épidémie de peste terrible ici qui a tué 30% de la population en 1720. Et d'autre part, on a demandé à un grand artiste, celui-là, qui est un grand artiste peintre de rue, de nous montrer comment il voyait les maladies infectieuses. Et donc il y a une très grande fresque, vous verrez, qui est une fresque qui montre les maladies infectieuses. En plus, on a fait pour les étudiants un amphithéâtre qui est comme les amphithéâtres grecs, si vous voulez, parce que c'est une ville grecque qui a été construite il y a très très longtemps à Marseille. Et puis, on a installé ici, on a essayé de faire que les gens soient le mieux. On ne fait pas la gymnastique dehors comme chez vous, mais on a un centre de gymnastique qui est dans le bâtiment pour que les gens puissent s'entraîner avec des machines pour pédaler, etc. Pour que la qualité de vie ici, des gens qui soignent et qui travaillent beaucoup, soit correcte. Et on a, en plus depuis 30 ans, fait le pari, qui est le même que la Chine, qui est celui d'un surinvestissement dans la haute technologie, et donc on fait ce que j'appelle la course aux armements technologiques, c'est-à-dire on achète en permanence, où on utilise en permanence les nouveaux outils. Celui-là, c'est dans mon bureau, c'est le dernier. Vous voyez, c'est un microscope électronique de table qui vient à peine de sortir. On est les premiers à utiliser ça avant les Chinois. Et donc, ça marche très bien. Et donc, on voit bien que dans ce type de crise, si vous voulez, il faut avoir des instituts de cette nature. Par exemple, pour le dernier coronavirus, on a déjà testé plus de 5000 prélèvements. Vous voyez, d'accord ? Donc, on teste. Ce qui fait que on teste tout le monde, ce qui fait que l'idée de juste tester les gens qui viennent ou qui ont été en contact avec un sujet malade n'est pas une idée suffisante, puisqu'il y a des porteurs asymptomatiques, et donc on ne sait pas par où le virus circule. Et donc vous voyez que les 2 cas graves, mortels qu'on a eu en France, ils n'ont pas été détectés parce qu'ils ne correspondaient pas aux critères. Donc nous n'avons pas de critères depuis le début, on teste tout le monde. Très bien. Comment est composé l'Institut ? Globalement, il y a plusieurs étages. Alors, il y a 3 étages d'hospitalisation, qui sont bien sûr que des chambres individuelles. Ils sont toutes en dépression. Et le 3e étage est susceptible d'être transformé en niveau 3 de protection, c'est-à-dire avec un sas, avec des autoclaves pour sortir ce qui a été contaminé, avec un laboratoire interne pour pouvoir... Et on peut utiliser de façon graduée cet étage, soit en le fermant pour 7 malades, soit pour 14 malades, soit pour 25 malades. Et donc, comme en moyenne, la contagiosité, c'est les données qu'on a qui viennent de Chine, celle de Zhang, c'est que, en particulier avec la chloroquine, les patients restent contagieux pendant 4 jours. Donc, si au bout de 4 jours, vous les faites sortir, avec 25 lits, vous traitez énormément de gens. Oui. Il y a combien de personnes qui travaillent ici à l'Institut, l'équipe que vous mobilisez ? Ici, en tout, on fait de la recherche, on fait de l'enseignement pour les étudiants. On a beaucoup d'étudiants en thèse ici ou en postdoc. On fait du diagnostic. Et donc, en tout, dans ce bâtiment, il y a 800 personnes. Et vous recevez des échantillons à analyser de toute la France ? On en reçoit ici de la périphérie, jusqu'à présent, parce qu'il y avait des laboratoires qui n'étaient pas ouverts encore à Nice, jusqu'à présent, donc on le faisait pour les gens de Nice, et puis les gens qui nous les envoient, on le teste, mais il y a d'autres, on n'est pas les seuls laboratoires à faire ça, comme vous le savez, c'est une technique très simple, donc au contraire, il faut la généraliser plutôt que la localiser. Donc simplement, comme on est un pôle de veille sanitaire, on essaie de détecter les gens, même avant que l'on ait su qu'en réalité, on en trouverait sans identifier leur provenance. Donc, on a commencé à tester tout le monde. Vous dites que c'est une technique assez simple. Est-ce que vous pouvez nous décrire les différentes phases, le processus pour dépister, analyser les échantillons ?
Oui, c'est une technique très simple parce que, par exemple, pour les prélèvements respiratoires, actuellement, avant ce nouveau virus, on testait 20 PCR, c'est la technique qu'on utilise, et donc de rajouter une 21e PCR, pour nous, ça n'est rien. Donc ce qu'on fait, c'est on reçoit le prélèvement, on le décontamine pour être sûr de ne pas infecter les gens qui vont le manipuler. Ensuite, on enlève les acides nucléiques, si vous voulez, qui nous permettent de reconnaître le virus. Et pour pouvoir reconnaître ce virus, grâce aux séquences qui ont été publiées extrêmement rapidement en Chine, hein, on peut désigner ce que nous on appelle des amorphes, c'est-à-dire des bouts d'ADN qui se fixent spécifiquement sur ce virus et sur aucun autre virus. On met ça dans la machine et la machine a une amplification de ce qui se passe entre ces deux-là. Et puis, en fonction des machines, entre 40 minutes et 1h30, on a le résultat. Mais c'est quelque chose, nous, ce type d'examen de PCR, on en fait plus de 200 000 par an. Donc, si on en rajoute 5 000, oui, ça ne change pas beaucoup notre travail. Donc, c'est un examen extrêmement banal. Dès que les séquences sont relarguées, donc ça c'est bien, c'est la Chine a relargué les séquences extrêmement rapidement. Dès que les séquences sont relarguées, on peut commencer les tests et très rapidement, il nous faut avoir un contrôle, c'est-à-dire un témoin positif, mais c'est très facile. On commande ou on fait une séquence artificielle du virus qui nous sert de témoin positif, et puis ça y est, c'est fini. Et que se passerait-il dans le cas si un des échantillons s'avère être positif, le processus? S'il est positif, on le contrôle toujours par... Nous, on a maintenant 3 techniques de PCR. Hein. Donc, quand il y a un qui est positif, en réalité, on en fait toujours 2. Mais si c'est positif, on le contrôle avec une autre technique. Nous, en plus, on l'enverra à un autre laboratoire pour que l'autre laboratoire le confirme. Mais bon, pour l'instant, on a eu un seul positif et qui a un positif très fort. Après, dessus, nous, bien sûr, on va tenter d'isoler le virus pour pouvoir voir si c'est exactement le même que vous avez ou si c'est un autre. C'est une vraie question. Et puis, ensuite de ça, on va voir peut-être si on peut utiliser des outils nouveaux, en particulier ça. Je le saurai, si vous avez de la chance, on le verra tout à l'heure, de faire, si vous voulez, un examen en microscopie électronique directement du prélèvement, dont on peut avoir le résultat en un quart d'heure, encore plus vite. Ah oui. D'accord. Donc j'irai plus vite que vous ce coup-là, si ça marche. Et lorsque vous avez eu la confirmation d'un autre laboratoire que le test est positif au Covid-19, à partir de là, vous contactez le patient, il est directement mis en quarantaine ici au 3e étage, c'est ça? Alors, pour l'instant, là, généralement, c'est des médecins ou SAMU qui nous envoient les prélèvements, donc c'est eux qu'on prévient. Et après, l'endroit dans lequel le patient est transféré dépend de procédures qui nous échappent. C'est pas nous qui... Donc, c'est les autorités qui décident s'il doit venir ici ou s'il ne doit pas venir ici. S'il vient ici, oui, on le met au 3e étage, tant qu'il est positif. Donc, on va le prélever tous les jours, et quand il sera négatif 2 fois de suite, on dira, écoutez, il est plus contagieux, donc il peut rentrer dans un circuit normal. Très bien. Il y a d'abord l'isolement, puis le traitement. Tout à l'heure, vous avez parlé de la chloroquine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce traitement? La chloroquine, d'abord, c'est un médicament que je connais très bien depuis très longtemps, puisque moi, j'ai été le premier au monde à utiliser la chloroquine pour traiter les infections aiguës, en dehors du paludisme. Donc moi, je traite les infections avec des microbes, des bactéries intracellulaires, qui sont des parasites intracellulaires, comme les virus. D'accord ? Et donc, depuis longtemps, j'ai écrit une revue là-dessus il y a 13 ans, on pense que la chloroquine sera un médicament qui doit être utilisé dans l'infection virale. D'accord ? Il y a eu maintenant 4 équipes différentes qui ont publié l'efficacité de la chloroquine sur 4 coronavirus différents. D'accord ? Le HKU, qui vient de chez vous aussi, Hong Kong, hein, le 229E, le SARS, et maintenant le virus récent de Chine. Et dans les 4 cas, la chloroquine inhibe la multiplication du virus, et on peut faire une déduction à partir de la concentration que l'on met dans le milieu pour empêcher la croissance du virus. Si cette concentration, on sait qu'on peut l'avoir chez l'homme, de penser que ça peut être efficace chez l'homme et pas une surprise. Donc dès que ce travail avait été publié, il y avait une conclusion, et il y avait d'ailleurs, je crois, une déclaration des autorités chinoises qui disait on va tester tout de suite cette molécule parce que manifestement ça marche. En plus, on connaît très très bien ce médicament qui a probablement été
un des 2 médicaments les plus prescrits de l'histoire de l'humanité. C'était probablement aussi prescrit que l'aspirine parce que ça fait 70 ans que ça existe et qu'on traitait tous les paludismes avec ça. On faisait toute la prophylaxie du paludisme. Donc quelqu'un qui allait en Afrique, encore récemment, de France, il prenait la Nivaquine tous les jours là-bas et il la prenait 2 mois après en revenant. Donc on connaît sa sécurité qui est très grande. Hein. Donc c'était assez logique. Et donc récemment, le gouvernement chinois et des autorités et les scientifiques, on sait qu'il y a au moins une vingtaine d'études comparatives en Chine avec la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, qui est la même chose, c'est un dérivé un peu plus soluble. Et donc je pense qu'il était très raisonnable pour les scientifiques chinois de tout de suite dire, écoutez, on a un produit qui marche, et qui marche significativement, et qui réduit la durée du portage viral. Et donc, bien sûr, moi, comme je suis de très près ce qui se passe, quand on a vu, ça a été publié, alors ça a été publié d'une manière très préliminaire, en disant, écoutez, ce qui est normal, c'est de prévenir tout de suite qu'il y a quelque chose qui marche dans une situation où il n'y a pas de traitement. Donc, moi, j'ai expliqué que c'est ce qui était maintenant recommandé par les autorités chinoises, c'est recommandé par la société de pneumologie chinoise dont Zhong a été le président, et ça fait partie maintenant des guidelines de la Chine pour le traitement des pneumopathies pour ce virus ou pour suspecter pour ce virus. Donc ça me paraît tout à fait raisonnable de transférer cette recommandation en France, puisque nous n'avons pas de traitement pour cette maladie et que les seuls qui aient l'expérience, c'est vous. La chloroquine est donc un traitement, un médicament sûr, qui est facile à se procurer et peu cher. Oui, comme c'est un médicament très ancien, il est génériqué et il coûte très peu cher. Le comprimé de 100 mg, ça coûte 10 centimes d'euros. Hein. Moi, j'ai une expérience, j'ai traité 4000 malades avec de l'hydroxychloroquine, ma vie, parce que, comme je vous ai dit, j'ai mis au point un traitement qui est utilisé dans le monde entier, qui est le traitement de référence pour 2 maladies avec des bactéries intracellulaires. Et ce traitement, je ne l'utilise pas pendant 10 jours comme vous l'avez fait en Chine, j'utilise ce traitement pendant 1 à 2 ans. Donc je connais ce traitement comme personne ne le connaît. Et en plus de ça, c'est nous qui faisons les dosages, y compris ces dosages, on les fait pour une quantité de pays qui ne faisaient pas les dosages de chloroquine que nous faisons, qui nous envoient des dosages à faire ici, d'accord, y compris des États-Unis, d'Israël, d'Angleterre, parce qu'ils ne trouvent pas de laboratoire qui fasse ces dosages. Donc, si vous voulez, je vous défie de trouver quelqu'un qui connaisse mieux l'usage de l'hydroxychloroquine dans les pays européens. Il n'y a personne. D'accord ? Donc je sais exactement ce que c'est. Et sur des traitements de 2 ans, je n'ai jamais vu, en dehors d'une chose, qui sont les coups de soleil. Alors, il y a les gens qui prennent de l'hydroxychloroquine, pendant l'été, ils prennent des coups de soleil. S'ils ne se méfient pas, ils prennent des coups de soleil. D'accord ? Ça, c'est l'inconvénient majeur de ce traitement. Très bien. Mais pour des gens qui seront traités à l'hôpital avec de l'hydroxychloroquine, le risque de coup de soleil est faible. D'accord. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de l'étude clinique qui a été faite en Chine sur la chloroquine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Sur combien de patients elle a été faite ? Nous, ce qui a été communiqué, je vous dis, ce qu'on voit, ce qui est enregistré en Chine, c'est qu'il y a 20 études comparatives qui ont été faites en Chine. Mais on a l'habitude, vous savez, quand on fait des expérimentations, on a l'habitude de surveiller au fur et à mesure. Et s'il y a quelque chose qui est significativement plus efficace, on doit théoriquement arrêter l'étude parce que ça cesse d'être éthique de continuer une étude dont on sait déjà les résultats. Quand c'est bon pour les malades, on doit s'arrêter et dire écoutez, c'est bon pour les malades et maintenant on les traite tous. Toutes les études cliniques sont comme ça. Donc c'est ce qui s'est passé en Chine. Et donc la communication qui a été faite, c'est sur les 100 premiers malades qui ont été testés avec la chloroquine d'un côté et un traitement ordinaire de l'autre, qui montre qu'il y a une amélioration. Et donc, on n'a pas le détail de ça, mais là, il y a une communication officielle des experts scientifiques qui ont testé ça. Et donc, on est obligé de les croire. Encore une fois, il y a une discordance ici entre le fait que si c'était le Center for Disease Control américain qui disait ça, tout le monde dirait bravo. Là, parce que c'est le gouvernement chinois, on dit c'est les Chinois, donc on ne sait pas. C'est ce qui est insultant. Moi, je vous fais mes excuses à titre personnel. Merci. Et ce traitement est-il efficace, serait-il efficace sur tous les patients ou est-ce qu'il serait réservé à un type de patient selon l'âge, l'état avancé ou non Les recommandations actuellement de votre pays, c'est de traiter tous les gens qui sont symptomatiques avec ce virus, parce que, y compris les formes qui ne sont pas graves au départ, elles peuvent devenir graves. On sait qu'il peut y avoir des formes graves chez les gens jeunes, donc
il n'y a pas une vraie prédiction possible en fonction des conditions du patient pour savoir s'il va faire une forme grave ou pas. Il y a des gens jeunes, il y a des gens qui n'ont pas de pathologie. Bien sûr, ceux qui sont plus âgés, ceux qui ont déjà une maladie, ont plus de risques de faire une forme grave, mais les autres, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas évoluer sur une forme grave. Et comme le médicament est vraiment anodin, on ne voit pas pourquoi on ne traiterait pas les gens qui ont des formes débutantes. Souvent, les formes qui ne sont pas graves, c'est les formes débutantes, c'est plus facile de les traiter à ce moment-là. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui l'utilisent? Et en France, qu'est-ce qu'on attend? Faut-il le feu vert du ministère de la Santé pour pouvoir commencer à donner ce traitement? Pour les autres pays, je ne sais pas qui c'est qui l'utilise, qui c'est qui ne l'utilise pas. Je ne sais pas qui a repris la stratégie ou pas, parce que ça rentre en compétition avec des tas de nouvelles molécules. Et donc, il y a des gens qui préféraient que ce soit des nouvelles molécules pour des tas de raisons qui marchent plutôt que des molécules anciennes. Pour la prise en charge thérapeutique, les recommandations viennent du ministère, mais les traitements viennent individuellement des médecins qui prescrivent. Ce traitement ne fait pas l'unanimité chez les scientifiques. Certains émettent des réserves. Pourquoi? Je ne peux pas vous dire que je sache. Je ne comprends pas. Si vous voulez, les seuls qui aient l'expérience sont les scientifiques chinois. Personne d'autre a l'expérience. Ils disent quelque chose et celui qui est le porteur de ce message, Zhong, est quelqu'un qui est très connu. C'est quelqu'un qui a une production scientifique extraordinaire. C'est un grand scientifique. Tout le monde sait que c'est un grand scientifique. Et donc, que des gens qui n'ont jamais traité un patient qui avait un coronavirus chinois disent, les gens qui en ont traité des centaines et qui sont les plus grands scientifiques de Chine disent ça, et moi je pense le contraire, c'est simplement parce qu'il y a des gens qui pensent toujours différemment, ça c'est la vie. Après, ce qui est plus embêtant, c'est qu'il n'y ait pas une véritable information qui se fasse. Bon, c'est ce que je recommande, hein, c'est que nos autorités de santé se mettent directement en contact avec les autorités de santé chinoises pour comprendre pourquoi les autorités de santé chinoises ont pris cette décision, plutôt que de demander les avis des uns et des autres, parce que vous savez, quand vous demandez les avis aux gens, il y a 10 personnes, il y a 10 avis différents. Hein. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait des avis différents. Ce qui est étonnant, c'est qu'on en tienne compte. Travaillez-vous sur d'autres traitements pour lutter contre le Covid-19? Est-ce qu'il y a un vaccin sur lequel vous travaillez à l'Institut, par exemple? Non, si vous voulez, nous, on n'est pas du tout spécialistes des vaccins. Globalement, si vous voulez, à mon avis, il y a eu très peu de situations dans lesquelles on a pu mettre au point, dans le temps de l'épidémie, des vaccins, parce que vous avez bien vu, les épidémies apparaissent et disparaissent. Si vous faites un vaccin qui arrive, le temps que vous l'évaluiez, que vous le mettiez en forme et que vous le testiez, la maladie a disparu. Donc, si vous voulez, je ne crois pas que ce soit une stratégie qui soit fonctionnelle, dans la plupart des cas. Voilà. C'est quand il y a le contre-exemple qu'on a, c'est celui d'Ebola, mais Ebola, ce n'est pas une maladie épidémique, c'est une maladie endémique. Donc, pour la zone d'Ebola, c'est très bien de pouvoir avoir un vaccin, parce que vous savez que vous allez dans cette zone, mais imaginez qu'on ait fait un vaccin contre le SARS. Qu'est-ce que vous feriez d'un vaccin contre le SARS maintenant? Qu'est-ce que vous en feriez? Il n'y a plus de SARS. D'accord? Donc, on ne saurait pas quoi en faire. Donc, vous ne pouvez pas faire des vaccins contre des maladies qui sont des maladies qui font des petites épidémies et qui disparaissent. Hein. La propagation du Covid-19 s'est accélérée en Europe, notamment particulièrement en Italie, mais elle s'est ralentie en Chine. Est-ce que, selon vous, vous pensez que la France serait prête à faire face à une éventuelle épidémie qui s'annonce? Si vous voulez, je ne peux jamais répondre à des questions qui concernent l'avenir. Voilà. Simplement, ce que j'essaie de dire ici depuis le début, je crois que c'est le plus important, c'est qu'il faut faire attention. Très souvent, la peur est plus dangereuse que la maladie elle-même. D'accord ? La maladie elle-même, pour l'instant, en dehors de la Chine, elle a tué extrêmement peu. Il y a très très peu de morts en dehors de Chine. Donc ça a été un problème chinois qui a l'air de diminuer et de régresser. Comme souvent, d'ailleurs, on peut penser que, comme beaucoup d'épidémies de coronavirus, ça va disparaître au printemps. C'est ce que font presque toujours les coronavirus. Ça rappelait que le SARS, ça s'est arrêté en juillet. Hein. Les coronavirus humains, généralement, nous, on a une série de 2000 coronavirus humains qu'on a diagnostiqués. Ça s'arrête tout le temps au printemps. Donc, il est possible que celui-là fasse pareil. Peut-être qu'il fera autrement, parce que c'est un autre virus, mais il est possible que ça fasse pareil. Donc, je redoute plus les mesures liées à la peur que le nombre de morts que nous compterons à la fin. Je ne crois pas que le nombre de morts que nous compterons à la fin sera comparable de près ou de loin au nombre de morts qu'on aura eu par la grippe. Pas du tout. Il y en aura beaucoup moins. Mais ce qui me fait peur, c'est la peur des gens.
j'ai peur de la panique, j'ai peur de la peur, j'ai peur qu'on détourne les moyens pour quelque chose qui fait peur aux dépens des vraies maladies qui continuent, les infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, qui ont besoin d'avoir liberté des services de soins pour qu'on les prenne en charge. Or, si on est trop terrifié par cette maladie, même dans ses formes banales, qui semblent à des maladies virales banales, je redoute, si vous voulez, que l'on ait des problèmes. D'autant que on verra à la fin ce qu'on peut estimer être la mortalité, mais la mortalité en dehors de la zone de Wuhan, la mortalité est assez faible, elle n'est pas plus importante que celle des autres infections virales respiratoires. Donc je pense que il faut être extrêmement calme avec cette histoire-là. Il faut traiter les choses. Vous voyez, nous, on n'est pas du tout nerveux, mais enfin, on est les gens qui ont testé le plus de cas. On a mis en place tous les moyens pour répondre. On est prêt à répondre à toute situation. Mais je pense qu'il faut garder son calme. Voilà. Vous avez dit un peu plus tôt tout à l'heure qu'au printemps ou à l'été, l'épidémie pouvait s'arrêter. Pourquoi? Est-ce que c'est lié à la température, à la chaleur? On ne sait pas pourquoi. Mais si vous voulez, on a toujours constaté... Vous savez ce que veut dire influenza? Influenza, c'est un mot italien. Quand les Italiens ont décrit la grippe, ils ont dit c'est sous l'influence du froid. Influenza di freddo. D'accord? Donc, chez nous, on pensait que, on identifiait dès ce moment-là, qu'il y avait des maladies qui ne survenaient qu'en hiver. D'accord? C'est pour ça que ça s'appelle influenza. Et donc maintenant, c'est pareil, on voit bien qu'il y a des maladies qui n'apparaissent que pendant la saison froide. Mais ce n'est pas lié au froid, parce qu'il y en a aussi bien dans la zone intertropicale, et là, il y en a toute l'année. D'accord? Donc, c'est pas clair. Dans les pays tempérés, dans lesquels il y a des saisons, il y a 4 saisons, c'est dans la saison froide. Et donc, il n'y a pas que le coronavirus, la grippe disparaît pendant la saison froide, la plupart des maladies virales respiratoires disparaissent, et nous, on a l'expérience avec des pèlerins qui vont à la Mecque. Parfois, ils rencontrent des gens qui viennent d'un pays où il y a de la grippe, ils reviennent avec la grippe, et quand ils viennent ici, ils ne sont pas contagieux, parce que ce n'est pas la saison. Donc c'est très compliqué. Les maladies infectieuses sont des maladies d'écosystème, c'est-à-dire que dans un endroit donné, et à un moment donné, elles peuvent se donner, y compris avec les comportements humains. Et moi, je pense, je le redis, j'avais dit à la télévision, qu'il y a une chose vraiment, de mon point de vue, si j'ai un conseil à donner aux Chinois, c'est de lutter contre les crachats dans la rue, en particulier en moto, parce que ça, je pense que ça fait des aérosols épouvantables. Vous voyez, un crachat, c'est 1,2, 1,5 millilitres, alors que quand vous toussez, c'est moins de 1000 fois moins. Donc la toux, c'est 1000 fois moins dangereux qu'un crachat. Et donc, il faut, peu importe, moi je ne juge pas les coutumes, cette coutume, maintenant, on voit bien que c'est dangereux. Voilà. Et donc ça, je pense qu'il doit y avoir, je vous dis encore plus en moto, parce que vous voyez avec le vent, les virus qu'il y a là-dedans, combien vous pouvez répandre de virus là-dedans, c'est extraordinaire. Donc je pense que ça, c'est vraiment un point sur lequel, pour votre pays en particulier, il y a un mode de contamination que nous n'avons pas. Et donc vous voyez, c'est un exemple pour dire que les maladies se développent en fonction de tous les éléments qui sont présents. La chaleur de l'environnement, la densité urbaine, la manière d'expectorer, le fait qu'on se lave les mains ou pas, tous ces éléments-là sont des éléments qui rentrent en jeu dans la transmission et qui rentrent en jeu dans le développement du virus. Reportage par Mandarin TV. Professeur, pour revenir à cette proposition d'utilisation de la chloroquine comme traitement pour le coronavirus, que pensez-vous? Comment se fait-il qu'il y ait un débat d'experts actuellement, un débat entre scientifiques et médecins, quant à l'utilité et à l'efficacité de ce traitement? Écoutez, je pense qu'il y a un malentendu que l'on peut concevoir quand on ne fait pas partie du monde scientifique et qu'on appelle ça la communauté scientifique ou les experts au sens large. Chez nous, il y a une évaluation de ce qu'est les experts. Alors je vais vous montrer, par exemple, le site le plus simple d'utilisation, qui est le site international, hein, c'est pas à nous, pour identifier ce qu'est un expert. Donc vous tapez sur Google, sur Internet, Expertscape, et puis dedans, donc,
Experscape, vous rentrez le mot-clé. Pour les maladies infectieuses transmissibles, ça s'appelle Communicable Disease. OK. On appuie sur Show Expert. Et Show Expert, vous savez qui c'est, qui est Show Expert. Et donc, je suis désolé, mais je suis le premier expert. Et non seulement ça, mais si vous regardez dans les endroits dans lesquels ça se passe, en particulier, vous regardez à Marseille, vous voyez, eh bien, vous trouvez que les seuls experts mondiaux qui soient lisibles en France, dans cette zone-là, sont ceux de Marseille. Vous voyez. Et donc, quand on marque en réalité, c'est Marseille. Et donc, Université d'Aix-Marseille, vous voyez que les seuls experts visibles en France, vous voyez, sont des experts qui sont ici, les 5 visibles au niveau mondial de l'expertise dans ce domaine-là, et c'est lui dans les maladies transmissibles. Et si vous regardez ensuite dans virus, vous regardez qui sont les experts mondiaux présents en France, et si vous regardez dans antibiotiques, vous verrez quels sont les experts mondiaux trouvés en France, et si vous regardez à Communicable Disease Emerging, vous verrez que les seuls experts mondiaux sont à Marseille, de France sont à Marseille. Donc c'est intéressant, mais ce qui est un expert pour une télévision ou pour un groupe, c'est une chose, ce qui est un expert pour la science, c'est une autre chose. Voilà. Et donc, moi, je suis indifférent au fait que les uns les autres pensent qu'ils sont des experts, ça m'indiffère. Cela étant, il y a des manières de quantifier le niveau scientifique des gens, qui est facile à évaluer. Il suffit de le regarder pour savoir qui est quoi dans un domaine donné scientifique. Pour quelles raisons vous êtes-vous intéressé et avez-vous communiqué sur la question de la chloroquine? La chloroquine est un médicament avec lequel je travaille depuis longtemps. J'ai été le premier à utiliser l'hydroxychloroquine dans le traitement des maladies infectieuses aiguës, en particulier pour les bactéries intracellulaires, pour lesquelles on n'arrivait pas à éradiquer les microbes. Donc pour 2 maladies, la fièvre Q et la maladie de Whipple, j'ai suivi personnellement 4000 de ces personnes depuis 30 ans, que j'ai traitées avec de l'hydroxychloroquine pendant en moyenne 1 ou 2 ans, dont j'ai fait les dosages dans le sang. J'ai regardé, depuis 4 ans et demi, on a fait 2000 dosages d'hydroxychloroquine dans le sang. Et donc j'ai une énorme expérience de ce médicament dans les infections. Et depuis longtemps, on pense que ce qui marche pour les bactéries intracellulaires, c'est-à-dire qu'ils se multiplient dans les cellules, doit marcher pour les gros virus parce qu'ils rentrent par les mêmes mécanismes, ils vivent dans les mêmes vacuoles. Et la chloroquine influence le sac dans lequel se logent les microbes qui rentrent dans les cellules. Et donc ça fait 13 ans qu'on a écrit notre première revue avec Jean-Marc Rollin sur l'usage potentiel de la chloroquine dans les infections virales. Et ensuite on a suivi ce sujet, et quand les Chinois ont publié leur test sur le coronavirus chinois dans le journal Cell, hein, c'est pas de la fantaisie, c'était le 4e coronavirus qui était testé pour la chloroquine, 2 des coronavirus qui circulent beaucoup en France, qui sont des coronavirus humains, qui sont très communs, un qui était le SARS et un qui est maintenant le coronavirus chinois. Donc c'est 4 virus différents, testés par des équipes différentes, qui donnent des résultats qui sont comparables. Et comme la concentration dont on a besoin pour empêcher la culture du virus au laboratoire est une concentration qu'on peut atteindre avec les doses que nous utilisons pour le traitement des malades, c'était assez logique de passer à ça. Comme en plus de ça, c'est des médicaments dont on connaît la sécurité, dont on connaît le dosage, parce qu'ils sont extrêmement utilisés, bien entendu. Les Chinois qui avaient fait une déclaration, dès la publication de l'efficacité de la chloroquine, ont dit on va tout de suite l'essayer. C'est ce qu'ils ont fait. Et peut-on faire confiance aux Chinois lorsqu'ils disent qu'il faut essayer la chloroquine et qu'il faut l'utiliser? Si vous voulez, c'est insultant comme question. Ces gens se posent cette question. Si c'était une maladie purement américaine, qu'il n'y ait que les Américains qui aient soigné cette maladie, et que le Center for Disease Control ou le président des États-Unis disent écoutez, maintenant il faut traiter ces malades avec ça, personne ne discuterait ça. Là, que des gens qui n'ont jamais traité une infection à coronavirus aient une opinion sur les gens qui ont 20 essais en cours et pour lesquels les éléments ont été suffisants pour que le gouvernement et tous les experts chinois, c'est des experts qui corrélent au coronavirus, hein, pas que sur le papier, c'est leur métier, hein, prennent une position officielle en disant maintenant il faut traiter avec de la chloroquine les infections à coronavirus, c'est déraisonnable de dire écoutez,
les Chinois, on s'en fiche. Non, non, c'est pas comme ça. Après, bien entendu, chacun sait qu'entre le moment où on a les premiers résultats et le moment où on fait une publication internationale acceptée, il faut un certain temps. Il est bien possible que la finalisation de l'ensemble de cette publication arrive au moment où il n'y aura plus du tout de coronavirus parce que le temps se sera réchauffé. Donc bien entendu, ils ont pris une mesure de santé publique qui est de communiquer aussi rapidement que possible, comme on le fait dans un congrès. Donc tout le monde fait ça. C'est simplement parce que c'est les Chinois qui font ça que, je sais pas, les gens disent c'est pas sûr parce que c'est les Chinois. Donc pour l'instant, comme il n'y a pas d'autre alternative qui soit crédible, entre donner un médicament qui a été testé par les gens qui ont le plus de connaissances au monde sur une maladie et essayer une nouvelle molécule en disant écoutez, peut-être que cette nouvelle molécule marche, il faut revenir à une réflexion basique, si vous voulez, qui n'est pas une réunion d'opinion, mais une réunion de factuellement, qu'est-ce que vous avez qui vous permet de dire que le gouvernement chinois et tous les scientifiques chinois qui font une information prioritaire se trompent. Si vous étiez touché par le coronavirus, prendriez-vous de la chloroquine? Oui. Merci.